L'histoire commence dans un monde où Dieu a d'abord créé les humains, puis les sorcières. Ces dernières ont reçu des pouvoirs et ont été créées dans le but exprès d'aider l'humanité autant que possible. Les sorcières ont accepté cette mission dans un esprit d'amitié sincère avec les humains. Mais des années plus tard, les humains se sont retournés contre elles, leur ont déclaré la guerre et les ont condamnées à mort dès qu'elles étaient capturées. À l'époque moderne, nous suivons un garçon nommé Adonis et une sorcière nommée Chloé qui voyagent ensemble. Adonis, épuisé par la chaleur écrasante du désert, demande à Chloé pourquoi elle ne pourrait pas simplement utiliser un peu de magie pour le rafraîchir. Bien qu'elle en soit probablement capable, elle lui répond que ce n'est pas le but de sa magie et qu'elle est occupée à essayer de trouver leur position sur la carte. Adonis, qui a déjà une longueur d'avance, sort son smartphone pour localiser leur destination. Chloé lui crie dessus, car elle craint que le gouvernement ne puisse tracer l'appareil. Adonis la rassure en expliquant que c'est impossible. Il l'a fabriqué lui-même et utilise une magie d'invocation libre qui remplace les ondes radio par des photons multidimensionnels. Chloé ne comprend rien à ce qu'il dit, tout comme moi, et je suis sûr que vous non plus face à ce genre de technologie. Même l'armée ne pourrait pas tracer ce téléphone. Il se moque alors de Chloé qui utilise encore des cartes en papier à l'ère moderne. Chloé n'apprécie guère qu'Adonis la traite de stupide et lui donne une bonne tape sur la tête. Elle lui ordonne ensuite de se lever pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Bien qu'il ne soit pas vraiment contrarié par la tape, Adonis se demande pourquoi ils doivent constamment fuir. Chloé garde un sourire joyeux sur le visage et lui explique que c'est parce qu'elle est une sorcière. Le monde n'a pas beaucoup changé dans ses opinions depuis le XVe siècle. Les sorcières sont encore détestées par la plupart des gens. Sont donc obligées de se fondre parmi la population dans les villes et de prendre la fuite dès qu'elles sont découvertes. Elle ajoute que certains endroits tolèrent au moins les sorcières, et c'est là qu'ils se rendent. S'ils y arrivent, ils pourront peut-être retrouver la vie heureuse qu'ils avaient auparavant, et Adonis pourra aller à l'école. Mais celui-ci répond qu'il préférerait étudier sous la tutelle de Chloé, ce qui l'a fait taquiner en disant qu'il doit avoir un faible pour les femmes plus âgées. Adonis est étonné que Chloé puisse encore sourire ainsi malgré tout ce que le royaume de Rydia lui a fait subir. Il serait logique qu'elle haïsse ce royaume de toute son âme et consacre tout son temps à le détruire. Pourtant, elle choisit de se cacher. Il ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi et souhaite pouvoir tuer tous les humains qui les ont fait souffrir. Soudain, il remarque un escadron militaire qui les poursuit. Il sort son stylo, prêt à s'en occuper lui-même, mais Chloé l'arrête. Il est encore trop inexpérimenté. Elle s'en chargera. Pendant ce temps, au palais, le roi reçoit la nouvelle que l'escadron envoyé pour capturer Chloé a échoué. Il passe ses nerfs sur le messager, le traitant d'incompétent. Alors que l'homme tente d'expliquer que capturer une sorcière de glace avec un seul escadron est un véritable défi, les hommes du roi commencent à le battre. Chloé a réussi à échapper au roi jusqu'à présent, mais celui-ci n'a pas l'intention de la laisser fuir plus longtemps. Chloé range son bâton magique et dit à Adonis de la suivre pour qu'il puisse partir. Adonis, contrarié, lui demande pourquoi elle ne le laisse jamais se battre à ses côtés. Elle prétend que c'est parce qu'il est inexpérimenté, mais il fait alors tomber une énorme épée du ciel pour prouver qu'il possède toute l'expérience nécessaire. Il connaît la vraie raison. Chloé ne veut pas qu'il tue des humains, car il est lui-même humain. Pourtant, il est fatigué de ne pas pouvoir protéger celle qu'il aime. Chloé l'étreint et lui dit qu'elle comprend, mais leur moment d'intimité est interrompu quand l'une des machines des soldats morts capte leur localisation. Une lumière verte les entoure tandis qu'ils commencent à flotter. Chloé réalise qu'il s'agit d'une téléportation à grande échelle. Dans la colonne de lumière, Chloé et Adonis se tiennent la main pour ne pas être séparés. De retour dans la capitale, le roi fait un discours au peuple de son royaume. Les sorcières nous protégeaient jadis avec leur pouvoir, mais nous avons fini par avoir peur de ce pouvoir. Alors nous avons créé notre propre puissance à travers le progrès technologique et nous sommes entrés dans l'ère de l'expansion des engins. Nous possédons des dirigeables, des bâtiments si solides qu'aucune tempête ne pourrait les détruire, et surtout des smartphones, qui sont de véritables condensés de connaissances. Nous n'avons plus besoin des sorcières ni de leur pouvoir pour survivre, car nous possédons désormais notre propre puissance. Et maintenant que nous l'avons, nous visons la domination mondiale. Le seul obstacle restant est les sorcières, qui peuvent encore rivaliser avec notre puissance militaire. Par conséquent, nous allons éradiquer toutes les sorcières. À la fin de son discours, Chloé et Adonis sont téléportés sur la scène. Adonis réalise immédiatement ce qui se passe et fonce pour donner à Chloé le temps de s'échapper, mais il est rapidement plaqué au sol. Voyant la seule personne qui lui est chère étendue par terre, Chloé perd patience. Elle veut l'enfer pour les humains et commence à lancer son sort. Elle s'était retenue jusqu'alors parce qu'elle savait que si elle détruisait le monde humain, Adonis n'aurait nulle part où aller si quelque chose lui arrivait. Mais maintenant, plus rien n'a d'importance. Cependant, au moment où le sort est lancé, il ne se passe rien. Elle reste bouche bée. Les humains ont développé une machine capable d'annuler toute magie dans la zone. Sans magie, Chloé et Adonis sont complètement impuissants et à la merci du roi.
Le roi se moque de Chloé, elle qui avait aidé l'humanité par le passé est maintenant traquée et agenouillée devant lui, impuissante. Il arrache alors sa chemise devant toute la foule pour l'humilier et la gifle violemment. Pendant ce temps, la foule s'empresse de prendre des photos. Adonis ne supporte pas de voir ça. Il fonce une nouvelle fois sur le roi pour sauver Chloé, mais il est maîtrisé par les gardes. Agacé par les cris d'Adonis, le roi ordonne à ses gardes de le tuer. Au moment où le garde pointe son arme sur la tête d'Adonis, Chloé ne supporte pas de le voir mourir. Elle jette sa fierté de côté et supplie le roi d'épargner Adonis. Elle ment en disant qu'elle l'a kidnappé et élevé comme son esclave, et implore le roi de le laisser partir. Peu lui importe ce qui lui arrivera ensuite. Le roi n'a aucune réaction à sa supplique. Il sort son pistolet de sa poche et le pointe sur la tête de Chloé. Adonis, impuissant, essaie désespérément d'activer un sort tout en regardant le canon du pistolet, mais rien ne fonctionne. Chloé regarde Adonis une dernière fois. Celui-ci a des flashbacks du moment où Chloé l'a trouvé dans la rue et l'a recueilli pour l'élever. Pile au moment où Chloé s'apprête à dire son dernier « Je t'aime », elle se fait tirer dessus avant de pouvoir finir sa phrase. Après l'avoir tué, le roi s'éloigne et ordonne à ses hommes de cribler son corps de balles, laissant son corps réduit à une masse de chair pulvérisée. Adonis crie de douleur tandis que la foule acclame l'exécution de Chloé. Un garde s'empare ensuite d'une hache et coupe la tête de Chloé. Le roi brandit la tête et proclame la victoire sur les sorcières. Mais vous savez qu'Adonis n'oubliera jamais ce qui s'est passé ce jour-là, ni l'ami qu'il a perdu. 10 ans plus tard, dans une cellule de détention, 2 femmes très mal nourries se battent pour un morceau de pain, prêtes à s'entretuer. Une autre fille, qui arrive à garder un maquillage impeccable même en prison, leur offre son propre pain pour arrêter la bagarre, même si cela signifie qu'elle n'aura rien à manger. Elle a l'air très heureuse que la dispute ait cessé. L'une de ses amies, Anna, vient la voir et lui demande si elle va bien puisqu'elle n'a rien mangé depuis un moment. Elle répond que tout va bien et qu'elle est pleine d'énergie. Anna lui dit qu'elle a vraiment un grand cœur malgré l'état actuel du monde. Peu importe les progrès technologiques réalisés, une fois qu'il n'y avait plus de sorcières à menacer avec leurs armes, les humains ont commencé à se menacer les uns les autres. Une guerre sans fin s'est installée dans le monde humain. On avait fait croire aux gens que le monde irait mieux une fois que toutes les sorcières auraient disparu, mais ce n'est définitivement pas le cas. Ils sont maintenant dans le pétrin. Doroka remarque qu'Anna est bouleversée et essaie de la réconforter avec un petit spectacle de marionnettes. Même si elles ont été traînées ici après avoir perdu face au royaume, ça finira par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Le spectacle parvient à remonter un peu le moral d'Anna, mais cette lumière s'éteint rapidement quand un garde arrive en criant pour que le numéro 218 se présente. Jusqu'à présent, 4 personnes ont été appelées ainsi, mais aucune n'est jamais revenue. Le garde continue d'appeler le 218. À son horreur, Anna réalise que c'est elle. Doroka échange immédiatement son numéro avec celui d'Anna pour épargner à son ami le sort inconnu qui l'attend. Elle est emmenée dans une pièce où un homme l'évalue et lui ordonne de se déshabiller. Choquée, elle reçoit pour réponse qu'elle doit s'y habituer, car c'est désormais tout ce pourquoi elle est bonne. Le directeur s'approche et lui explique que le royaume de Rydia est la superpuissance mondiale, et que la seule utilité qu'il a pour elle est comme esclave sexuelle. Elle va donc devenir l'esclave sexuelle d'un seigneur du royaume, et il n'y a rien qu'elle puisse y faire, sauf qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire. Elle mord le doigt du directeur pour qu'il la lâche, puis s'enfuit en courant tout en volant le téléphone du directeur afin de libérer tous les autres prisonniers. Cependant, le téléphone nécessite une authentification vocale. Doroka est donc forcée d'imiter la voix du directeur pour ouvrir toutes les cellules. Ils courent tous comme si leur vie en dépendait. Doroka tombe sur une grande porte et utilise le téléphone pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouve une grande capsule, mais elle est appréhendée par des gardes. Peu après, grâce à sa commande précédente qui a ouvert toutes les cellules, celle-ci s'ouvre également. Adonis s'est libéré, ne ressentant rien d'autre que de la rage. Bonne-toi maintenant pour ne rater aucune histoire comme celle-ci, la prochaine va te choquer.